Vous êtes une femme de chambre royale en cet hiver 1607. Vos doigts engourdis par le froid glissent dans les couloirs sombres du palais de Whitehall. La soie de la lettre de votre maîtresse froisse sous votre corsage, pressée contre votre cœur qui bat à tout rompre. Un faux pas, un plancher qui craque, et le contenu de ce papier pourrait vous valoir d'être pendu pour trahison. À travers les fenêtres couvertes de givre, vous pouvez voir la Tamise gelée, mais la sueur sur vos paumes raconte une autre histoire. La lettre brûle contre votre peau, non pas à cause de la chaleur, mais parce que vous savez ce qu'elle contient. Des mots passionnés écrits de la main même de la reine, adressés non pas à son mari, le roi, mais à un homme dont le simple nom pourrait déclencher une guerre civile. Vous l'avez lu, bien sûr. Comment auriez-vous pu résister là ? La tentation était trop forte lorsque vous avez reconnu le nom du destinataire. Un roturier, un inconnu, un homme dont les mains rugueuses n'ont jamais touché rien de plus raffiné qu'un marteau de forgeron avant de caresser la peau de porcelaine de votre maîtresse. En arrivant à l'entrée des domestiques, où il attend dans l'ombre, vous comprenez que vous tenez entre vos mains bien plus que du papier. Vous détenez le pouvoir de renverser des royaumes, de réécrire l'histoire, de détruire des vies, ou de gagner plus que vous n'auriez jamais osé rêver. Le choix que vous ferez dans les 30 prochaines secondes résonnera à travers les siècles. Car dans le jeu de l'amour et de la trahison royaux, même les plus petits acteurs peuvent changer le cours des empires. Ce n'est pas un conte de fées avec des princes et des princesses. C'est la vérité crue sur la façon dont la luxure, l'amour et les lettres ont fait tomber des dynasties, déclenché des guerres et créé le monde que nous connaissons aujourd'hui. Bienvenue dans l'histoire secrète qui n'était pas destinée à être écrite. Avant de vous plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus similaires. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous nous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes depuis différentes parties du monde, reliées à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Les livres d'histoire nous enseignent que les empires naissent et tombent en raison de facteurs économiques, de leur puissance militaire et de manœuvres politiques. Mais grattez la surface de l'effondrement de n'importe quelle grande dynastie, et vous trouverez souvent quelque chose de bien plus humain. Une lettre d'amour qui n'aurait jamais dû être écrite, une passion qui ne pouvait être contenue, un secret devenu trop grand pour être caché. Ce ne sont pas seulement des scandales, ce sont les fils invisibles qui, lorsqu'on les tire, démêlent le tissu des nations. Notre histoire ne commence pas avec des reines et des rois, mais avec l'arme la plus dangereuse jamais inventée, l'encre sur le papier. Avant l'imprimerie, avant le télégraphe, avant toute forme de communication de masse, la lettre manuscrite était à la fois la forme la plus intime et la plus traîtresse de la communication humaine. Une seule page pouvait traverser des continents, franchir les murs d'un château et prononcer des mots que personne n'osait dire à voix haute. Mais contrairement aux conversations chuchotées, les lettres laissent dans Ross des traces. Elles peuvent être interceptées, copiées, utilisées comme moyen de chantage ou découvertes des siècles plus tard dans des archives poussiéreuses, révélant ainsi des vérités qui devaient même mourir avec leurs auteurs. Rendons-nous tout d'abord à la cour de Suède en 1771, où une jeune reine nommée Sofia Magdalena est assise à son bureau, la plume tremblante dans la main. Elle a 25 ans et est prisonnière d'un mariage sans amour avec le roi Gustave III, un homme qui s'intéresse davantage à ses courtisans masculins qu'à sa femme. Depuis 5 ans, leur lit conjugal est froid, leur union n'a jamais été consommée, tandis que la cour murmure sur les goûts grecs du roi et la stérilité de la reine. Mais Sofia Magdalena cache un secret qui choquerait même les courtisans les plus bavards. Depuis 1 an, elle rencontre en secret le comte Adolf Friedrich Munk, officiellement son conseiller en procréation, nommé par le roi lui-même pour aider le couple royal à concevoir un héritier. Ce qui avait commencé comme une instruction clinique dans l'art de l'amour s'est transformé en quelque chose de bien plus dangereux. Une véritable passion entre une reine négligée et un homme qui la voit comme plus qu'un simple utérus pour la progéniture royale. Les lettres échangées entre Sofia et Adolphe sont des chefs-d'œuvre de désir codé. En apparence, elles traitent de questions médicales, de traitement de fertilité et du protocole de la cour. Mais derrière le langage formel se cachent des messages qui feraient rougir même un libertin. Le traitement que vous m'avez prescrit m'a complètement bouleversé, écrit-elle, dont le sens n'est clair que pour lui. J'ai de plus en plus besoin de vos conseils, car les symptômes que vous avez diagnostiqués s'aggravent. Adolphe répond avec la même ruse. L'état de votre majesté requiert toute mon attention.
Je m'efforcerai de vous soulager par tous les moyens nécessaires, aussi peu conventionnels soient-ils aux yeux des observateurs extérieurs. » Ces lettres, attachées avec des rubans de soie et scellées à la cire, transitent par un réseau de serviteurs de confiance, chacun d'entre eux représentant un maillon faible potentiel dans la chaîne qui lie 3 vies. La femme de chambre qui les transporte, Christina Anderson, sait à peine lire, mais elle en sait assez pour comprendre qu'elle transporte une bombe dans la poche de son tablier. Elle a vu les joues rougir de sa maîtresse après les consultations médicales du comte. Elle a entendu les bruits qui résonnaient dans les chambres fermées à clé. Elle a remarqué la façon dont la main de la reine s'attardait sur son ventre avec un espoir nouveau. Ce que Christina ignore, c'est qu'elle n'est pas la seule à observer. Le maître espion du roi, le baron von Duben, a remarqué l'intensification de la correspondance entre la reine et son conseiller. Dans l'atmosphère paranoïaque de la cour suédoise, où toutes les alliances sont aussi instables que le sable, une telle attention aux détails peut signifier une promotion ou la mort. Le baron mène sa propre enquête, non par loyauté envers le roi, mais parce qu'il comprend que la connaissance est une monnaie d'échange et que le scandale est la plus précieuse de toutes. La grossesse, lorsqu'elle survient, provoque une onde de choc à la cour. Après des années de stérilité, le ventre de la reine s'anime. Le roi Gustave, qui a peut-être touché sa femme 3 fois depuis leur mariage, proclame publiquement qu'il s'agit d'un miracle. En privé, il sait exactement ce qui s'est passé. Après tout, c'est lui qui a eu l'idée de cet arrangement avec le comte Munk, une tentative désespérée pour assurer la succession tout en conservant ses préférences romantiques. Mais il n'avait pas prévu que sa femme trouverait plus qu'un simple soulagement physique dans les bras d'un autre homme. L'enfant, le prince héritier Gustave Adolphe, naît le 1er novembre 1778. La cour est en liesse, mais dans les appartements privés où les secrets s'accumulent, 3 personnes partagent une terrible vérité. Les lettres entre Sophie et Adolphe deviennent de plus en plus désespérées, de plus en plus imprudentes. Elles ne parlent plus seulement de désir, mais d'amour, l'émotion la plus dangereuse dans un monde où le mariage est une question de politique et où les sentiments sont une faiblesse. « Mon cœur se brise chaque jour qui passe où je dois appeler un autre homme mon mari », écrit Sophia dans une lettre qui sera plus tard retrouvée cachée dans le double fond de son coffret à bijoux. « Quand notre fils me regarde avec tes yeux, je me rappelle que la nature a rendu possible ce que la loi interdit. Si seulement je pouvais te reconnaître comme le père que tu es vraiment, mon bien-aimé. » Cette lettre ne parvient jamais à Adolphe. Elle est interceptée par le baron von Duben, qui se trouve face à un choix qui déterminera non seulement sa carrière, mais aussi le destin de la monarchie suédoise. Il pourrait la remettre au roi et être récompensé pour sa loyauté. Il pourrait l'utiliser pour faire chanter la reine et assurer sa position à vie. Ou il pourrait approcher le comte Munk et lui proposer de garder le silence en échange d'une somme d'argent. Le baron choisit une 4e option, la patience. Il copie méticuleusement la lettre, mot pour mot, et l'ajoute à un dossier de plus en plus épais. Il comprend que le timing est essentiel dans la divulgation d'un scandale. Publiée trop tôt, elle pourrait être rejetée ou étouffée. Mais conservée jusqu'au moment idéal d'instabilité politique, une telle preuve pourrait renverser une dynastie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la mer Baltique, dans l'Empire russe, un autre drame d'amour interdit se déroule dans la cour fastueuse de Catherine la Grande. Nous sommes en 1789, et l'impératrice, âgée de 60 ans, a pris le dernier d'une longue série d'amants. Mais cette fois-ci, quelque chose est différent. Platon Zubov n'est pas simplement un autre courtisan séduisant choisi pour réchauffer le lit impérial. À 22 ans, il possède une ambition à la hauteur de sa beauté et comprend que les lettres de l'impératrice sont plus que de simples gages d'affection. Ce sont des documents politiques qui pourraient en remodeler un empire. Catherine, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État au cours duquel son mari a été assassiné, a toujours compris le lien entre le personnel et le politique. Ces lettres à Zubov sont des documents extraordinaires qui mêlent politique et passion, évoquant les campagnes militaires dans le même souffle que leurs rencontres intimes. Mais ce sont ces lettres à son ancien amant, Grigori Potemkin, qui constituent la correspondance la plus dangereuse de son règne. Même après la fin de leur relation amoureuse, Catherine et Potemkin ont entretenu une correspondance secrète qui révélait la véritable nature de leur partenariat. Ces lettres, écrites dans un code privé qu'ils ont élaboré ensemble, ne traitent pas seulement de questions personnelles, mais aussi de secrets d'État de la plus haute importance. Ils planifient dans des guerres, divisent des royaumes et organisent dans l'avenir de millions de personnes, tout en utilisant des surnoms et des blagues privées qui sembleraient absurdes si les conséquences n'étaient pas si monumentales. « Mon faisan doré », écrit Catherine à Potemkin en 1791, «
La situation en Turquie requiert vos talents particuliers. Je vous fais confiance pour traiter le sultan comme vous m'avez traité autrefois, avec une fermeté déguisée en tendresse et une conquête déguisée en capitulation. Ces lettres sont transportées par un service de messagerie spécial mis en place par Potemkin, composé d'hommes qui préfèrent mourir plutôt que de trahir leur contenu. Mais même les systèmes les plus sécurisés ont des failles. L'un d'eux, Ivan Mikhailovitch, tombe malade dans une auberge polonaise pendant une tempête de neige. Délirant de fièvre, il marmonne à propos des précieux documents qu'il transporte dans ses sacoches. La fiancée de l'aubergiste, Maria Kowalska, prend soin de lui toute la nuit et dans son délire, il en révèle plus qu'il ne le devrait. Maria n'est pas une fille d'aubergiste ordinaire. L'établissement de son père sert de point de rencontre aux nationalistes polonais qui préparent la résistance contre la domination russe. Lorsqu'elle lit les lettres échangées entre Catherine et Potemkin, qui discutent de la partition de la Pologne avec autant de désinvolture que l'on divise un gâteau, elle se rend compte qu'elle détient des preuves qui pourraient rallier son peuple à la révolution. Mais Maria était confrontée au même dilemme que toute personne qui détient des informations dangereuses. Utiliser ces lettres reviendrait à révéler comment elle les a obtenues, ce qui pourrait exposer sa famille et son village à la colère des Russes. Garder le silence reviendrait à se rendre complice de la destruction de sa nation. Elle choisit une voie médiane. Elle copie les passages clés et les transmet au chef de la résistance, tout en remettant les originaux dans le sac du messager qui se remet de ses blessures. Les fragments copiés se répandent dans les réseaux clandestins de Pologne, attisant la rage contre l'occupation russe. Ils n'empêchent même pas le partage car rien ne pouvait arrêter Catherine une fois qu'elle avait décidé de conquérir, mais ils servent un autre objectif. Ils humanisent l'ennemi, révélant que l'impératrice n'est pas une force imparable de la nature, mais une femme dont les désirs personnels façonnent le destin des nations. Cette connaissance que même la puissante Catherine est animée par les mêmes passions que le peuple, sème les graines de la résistance qui fleuriront en une révolution plusieurs générations plus tard. De retour en Suède, le réseau de secrets entourant la filiation du prince héritier Gustave Adolphe devient de plus en plus complexe. Le comte Munch, élevé à des postes de pouvoir en récompense de ses services rendus à la couronne, se retrouve pris entre gratitude et désir. Ses rencontres secrètes avec la reine Sophia se poursuivent, mais désormais sous le regard vigilant d'une cour qui soupçonne mais ne peut prouver la vérité. Leur correspondance dévolue, devenant plus sophistiquée dans ses codes. Ils développent un système basé sur la notation musicale, où les chansons d'amour contiennent des messages cachés dans leurs arrangements. Une note aiguë ou grave mal placée indique l'heure d'un rendez-vous. Un refrain répété suggère un lieu. Pour les personnes extérieures, la reine partage simplement son intérêt pour la composition avec un courtisan cultivé. Pour eux, chaque feuille de musique est une lettre d'amour qui chante ce qui ne peut être dit. Mais le baron von Duben n'est pas dupe. Il a passé des années à étudier les schémas de leur communication et il reconnaît le nouveau code pour ce qu'il est. Plus important encore, il a commencé à remarquer autre chose. La ressemblance frappante du jeune prince héritier Gustave Adolphe avec le comte Munch, en particulier la forme de son nez et la ligne de sa mâchoire. À mesure que le garçon grandit, la similitude devient difficile à ignorer et des rumeurs commencent à circuler dans les cours européennes. La patience du baron finit par payer en 1792 lorsque le roi Gustave III est assassiné lors d'un bal masqué. Avec la mort du roi et l'accession au trône du prince héritier âgé de 13 ans, la Suède entre dans une période de régence, une époque où les secrets deviennent des armes et où la légitimité est primordiale. Le baron approche la reine-mère avec son dossier, non pas pour la faire chanter, mais pour lui offrir sa protection. Il gardera ses secrets et veillera à ce que la légitimité de son fils ne soit jamais remise en question, en échange d'un poste de conseiller principal du jeune roi. Sofia Magdalena, désormais plus âgée et plus avisée dans les intrigues de la cour, reconnaît qu'elle n'a pas le choix. Les lettres qui lui procuraient autrefois tant de joie sont devenues des chaînes qui la lient à tous ceux qui connaissent leur contenu. Elle accepte les conditions du baron et le comte Munch est discrètement envoyé en exil, un exil confortable avec une pension généreuse, mais un exil néanmoins. Leur correspondance ne se termine pas par des déclarations d'amour éternel, mais par la froide formalité de la nécessité politique. La dernière lettre qu'ils s'échangèrent, découverte des siècles plus tard dans les archives des descendants de Munch, est déchirante par sa retenue. Monseigneur le comte, le gouvernement de Sa Majesté reconnaît vos années de loyaux services et vous accorde la permission de vous retirer dans vos domaines en Finlande. Une pension conforme à votre rang vous sera versée.
Il vous est demandé de partir avant la fin du mois. Par ordre du Conseil de Régence, Sophia Magdalena. Derrière le langage formel, ceux qui connaissaient pas leur histoire pouvaient trente lire le sous-entendu. Mon bien-aimé, notre fils a plus besoin du trône que j'ai besoin d'amour. Partez maintenant, avant que notre passé ne détruise son avenir. Sachez que chaque battement de mon cœur prononce votre nom, même si ma main signe votre exil. Mais l'histoire des lettres d'amour royales prend une tournure encore plus dramatique en France, où les fondements mêmes de la monarchie s'effondrent. Nous sommes en 1774 et la jeune Marie-Antoinette est reine de France depuis 4 ans. Son mariage avec Louis XVI n'a pas été consommé, ce qui fait l'objet de blagues grossières dans les pamphlets parisiens et de lettres inquiètes de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Dans ce vide s'engouffre le comte Hans Axel von Fersen, un noble suédois dont les yeux sombres et le tempérament romantique captivent à la reine solitaire. Leur relation commence de manière innocente. Il n'est qu'un courtisan étranger parmi tant d'autres qui égayent l'atmosphère étouffante de Versailles. Mais leur relation transcende les flirts habituels de la cour. Peut-être est-ce leur statut commun d'étranger à la cour de France, ou peut-être est-ce simplement l'alchimie mystérieuse qui attire deux âmes malgré toutes les barrières de rang et de convenance. Les lettres échangées entre Marie-Antoinette et Fersen témoignent d'une intimité croissante. Les premières, datant de 1774 à 1778, restent parfaitement convenables. Elle s'enquiert de ses voyages. Il décrit la guerre d'indépendance américaine où il sert aux côtés de Lafayette. Mais les lecteurs attentifs, et il y en a toujours à la cour royale, remarquent la chaleur croissante, les allusions subtiles à des conversations privées, la façon dont son écriture semble s'accélérer lorsqu'elle en écrit son nom. En 1783, Marie-Antoinette étant enfin mère, même si des rumeurs persistent sur la véritable paternité de ses enfants, la correspondance prend un caractère différent. Les lettres sont désormais écrites en code, à partir d'un roman qu'ils admirent tous deux, Clarissa de Richardson. D'innocentes discussions littéraires masquent de profondes confessions émotionnelles. Comme Clarissa, je me trouve prisonnière de circonstances qui échappent à mon contrôle, écrit la reine. Mais contrairement à elle, j'ai trouvé en Lovelace mon salut plutôt que ma perte, si seulement la fiction permettait de tels renversements de destin. Fersen répond avec le même camouflage littéraire. Votre Majesté fait preuve d'une profondeur de compréhension que peu de gens possèdent. Peut-être pourrons-nous discuter plus longuement de ces thèmes lors de notre prochaine rencontre dans le jardin de la contemplation. C'est dans des pulls francs-comtois. Le jardin de la contemplation est leur code pour désigner le petit Trianon, le refuge privé de Marie-Antoinette où elle joue à la bergère pendant que la France meurt de faim. C'est là, parmi les ruines artificielles et les folies pastorales, que leur relation franchit la ligne qui sépare l'intimité émotionnelle de l'intimité physique. Aucune lettre ne documente cette transformation, tous deux sont trop avisés pour coucher de telles choses sur le papier. Mais le changement est évident dans tout ce qui suit. Leur correspondance devient désespérée, imprudente. Fersen, qui est retourné en Suède, écrit chaque jour des lettres dont il sait qu'elles ne lui parviendront peut-être jamais. Marie-Antoinette risque tout pour maintenir leur relation, utilisant sa dame d'honneur la plus fidèle, la duchesse de Polignac, comme intermédiaire. La duchesse, qui est sa prutiaram, qui a ses propres secrets à cacher, met en place un réseau élaboré de messagers qui opèrent en dehors des canaux diplomatiques officiels. Mais dans la France révolutionnaire, aucun secret ne reste longtemps secret. Les ennemis de la reine ont rassemblé des preuves de sa correspondance avec des puissances étrangères, constituant un dossier pour trahison qui finira par la conduire à la guillotine. Parmi les lettres interceptées, plusieurs proviennent de Fersen, mais les plus compromettantes ont été détruites ou cachées. Ce qui reste est suffisamment compromettant, des déclarations d'amour qui pourraient être interprétées comme une trahison personnelle ou politique. La situation devient critique en 1791 lorsque la famille royale tente de fuir la France. Le plan d'évasion, orchestré par Fersen et communiqué par lettres codées, échoue lamentablement. Le roi et la reine sont capturés à Varennes et ramenés à Paris dans l'humiliation. Parmi les effets personnels trouvés dans leur carrosse, on découvre des lettres brûlées à la hâte et incomplètes qui font allusion à des complots étrangers et à des alliances secrètes. Un fragment, conservé aux archives nationales, porte l'écriture de Marie-Antoinette « Ne fais confiance qu'à celui qui a prouvé son dévouement par ». Le reste est réduit en cendres, mais les procureurs révolutionnaires utiliseront même ce fragment comme preuve de la correspondance traîtresse de la reine avec les ennemis de la République. Fersen, qui observe de loin, se lance dans des tentatives désespérées pour la sauver. Ses lettres à divers
monarques européens implorant leur intervention sont des chefs-d'œuvre de persuasion qui révèlent, peut-être trop clairement, la profondeur de son engagement personnel. Il écrit à Catherine la Grande : « La reine de France ne représente pas seulement une alliance politique, mais le principe même de la monarchie légitime. Sa mort serait un coup de poignard dans le cœur de toutes les têtes couronnées d'Europe. Mais entre les lignes, ceux qui le connaissent en peuvent lire : elle est ma vie, mon âme, et sans elle, l'existence n'a aucun sens. » Alors qu'elle attend son procès et son exécution, Marie-Antoinette parvient à écrire une dernière lettre à Fersen. Rédigée avec un morceau de charbon sur un bout de tissu arraché à sa jupe, elle laisse ses remises en secret à un garde sympathisant qui risque sa vie pour les quelques pièces qu'elle peut lui offrir. Elle est aujourd'hui conservée dans une collection privée en Suède. « Mon ami bien-aimé, lorsque cette lettre vous parviendra, je serai parti rejoindre mes ancêtres. Ne pleure pas trop longtemps celle qui, grâce à ton dévouement, a connu plus de bonheur qu'une reine n'est censée en connaître. Brûle tout ce qui pourrait te compromettre. Vis et en vivant, souviens-toi parfois de celle qui te signe pour la dernière fois, ton dévouée Antoinette. » Mais Fersen ne peut suivre son conseil. Il conserve toutes les lettres, tous les souvenirs, tous les objets qui lui ont appartenu. Après son exécution le 16 octobre 1793, il porte le deuil jusqu'à la fin de ses jours. Les lettres deviennent les reliques d'un monde perdu, les témoignages d'un amour qui a contribué à sa manière à la chute de la monarchie française. Les propagandistes révolutionnaires avaient utilisé la correspondance étrangère de la reine, réelle ou inventée, pour la dépeindre comme la prostituée autrichienne qui avait trahi la France pour ses amants étrangers. La vérité, comme toujours, était plus complexe et plus humaine. Le pouvoir de ces lettres d'amour royal dépasse leurs conséquences immédiates. En Espagne, un drame différent se déroule qui va redessiner la carte de l'Europe. Nous sommes en 1807 et la reine Marie-Louise d'Espagne entretient une correspondance passionnée avec Manuel Godoy, le Premier ministre qui est également son amant. Leurs lettres, qui traitent avec une franchise choquante de la politique de l'État et de leurs rencontres intimes, constituent une trace écrite que Napoléon Bonaparte utilisera plus tard pour justifier son invasion de l'Espagne. Maria Luisa écrit à Godoy avec une franchise qui choque même selon les normes des maîtresses royales. « Mon Manuel, la réunion du conseil d'hier soir a été fastidieuse au-delà des mots, mais la pensée de notre rencontre après m'a soutenu. Votre proposition concernant l'alliance portugaise montre la même vigueur que vous affichez dans les négociations plus privées. » Ces lettres, interceptées par des agents français, fournissent à Napoléon le prétexte idéal. Il les présente à la cour espagnole comme preuve de corruption et de décadence morale, justifiant ainsi son intervention en tant que force purificatrice. La famille royale espagnole, compromise par sa propre correspondance, ne peut monter une défense efficace. La guerre d'Espagne qui s'ensuit coûtera la vie à des centaines de milliers de personnes et conduira à l'indépendance des colonies américaines de l'Espagne, tout cela en partie à cause de lettres d'amour qui n'auraient jamais dû être écrites. Mais aucune correspondance dans l'histoire royale n'a sans doute eu un potentiel aussi explosif que les lettres de la reine Njinga d'Ndongo et Matamba dans l'Afrique du XVIIe siècle. Sa correspondance passionnée avec divers fonctionnaires et missionnaires portugais révèle un réseau complexe de désirs personnels, de manœuvres politiques et de collisions culturelles qui ont remodelé l'histoire de l'Afrique centrale. Njinga, qui a régné de 1624 à 1663, avait compris que dans ses relations avec les colonisateurs européens, chaque interaction était à la fois personnelle et politique. Ses lettres au gouverneur portugais mêlent séduction et art de gouverner, utilisant le langage de la conversion et de la soumission pour préserver son indépendance. Elle écrit au père Antonio Gaeta : « Très révérend père, vos enseignements sur la foi m'ont ouvert le cœur à une nouvelle compréhension. Je désire ardemment discuter de ces questions plus en privé, afin de mieux comprendre comment servir à la fois Dieu et mon peuple. Peut-être pourriez-vous vous rendre dans mes appartements pour la prière du soir, où nous pourrions explorer ces mystères sans être dérangés par la cour. » Le sous-entendu est clair pour quiconque connaît les tactiques de Njinga. Elle utilise sa sexualité, soit la promesse de conversion, comme arme contre la colonisation, maintenant l'indépendance de son royaume grâce à un équilibre délicat entre soumission apparente et résistance réelle. Sa correspondance constitue un témoignage historique qui déconcerte les autorités portugaises, incapables de déterminer si elle est une sainte, une pécheresse ou un génie politique. Les lettres révèlent ses relations avec plusieurs fonctionnaires portugais, qu'elle a soigneusement cultivés afin de les monter les uns contre les autres.
Elle promet de se convertir au christianisme pour obtenir un soutien militaire, puis retarde son baptême tout en négociant de meilleures conditions. Elle prend des amants portugais et utilise cette intimité pour recueillir des informations sur les plans coloniaux. Et chaque lettre est un coup dans un jeu complexe où l'enjeu n'est rien de moins que la survie de son peuple. Une lettre particulièrement révélatrice adressée au gouverneur Fernão de Sousa montre sa maîtrise de cette guerre épistolaire. Mon cher gouverneur, je vous écris non pas en tant que reine à un sujet, mais en tant que femme qui a trouvé dans votre sagesse un guide dans les eaux troubles. Les cadeaux que vous m'avez envoyés ont été reçus avec une joie qui dépasse leur valeur matérielle. J'ai particulièrement admiré la soie qui m'a rappelé la douceur de votre toucher lors de notre dernière rencontre. En ce qui concerne la question de la traite des esclaves que vous avez mentionnée, nous pourrions peut-être trouver un arrangement qui satisfasse à la fois les exigences de votre roi et les besoins de mon peuple. J'attends votre prochaine visite avec une impatience qui n'a rien à voir avec les affaires d'État. Cette lettre atteint plusieurs objectifs. Elle reconnaît la puissance portugaise tout en affirmant sa propre souveraineté. Elle fait allusion à une intimité personnelle afin de brouiller les négociations politiques. Plus important encore, elle crée un document écrit qui peut être lu de multiples façons, la protégeant, ainsi quelle que soit l'évolution de la situation politique. Les archives portugaises contiennent des centaines de ces lettres, chacune étant un chef-d'œuvre d'ambiguïté stratégique. La correspondance de Njinga l'a aidé à traverser 40 ans de pression coloniale. Maintenant, l'indépendance de son royaume grâce à une combinaison de prouesses militaires et de séduction diplomatique qui a déjoué les tentatives de domination des Européens. Mais les lettres mêmes qui l'ont protégé de son vivant sont devenues des armes contre son héritage après sa mort. Les historiens portugais ont utilisé des citations sélectives pour la dépeindre comme une sauvage qui utilisait la sexualité pour corrompre les fonctionnaires chrétiens. Ils ont ignoré le génie politique évident dans sa correspondance, se concentrant plutôt sur les éléments scandaleux qui confirmaient dans les préjugés européens sur les femmes africaines au pouvoir. Il faudra des siècles aux historiens pour analyser correctement les lettres de Njinga et les reconnaître pour ce qu'elles étaient, les outils d'une brillante dirigeante qui a utilisé toutes les armes à sa disposition, y compris l'obsession des Européens pour les documents écrits afin de protéger son peuple. Sa correspondance révèle que l'intersection entre l'amour, le pouvoir et la politique n'était pas propre aux cours européennes, mais constituait une stratégie humaine universelle pour naviguer dans des circonstances impossibles. Le XIXe siècle a apporté de nouvelles technologies qui ont rendu la correspondance secrète à la fois plus facile et plus dangereuse. Le télégramme, puis le téléphone, ont créé de nouvelles possibilités de communication instantanée, mais les lettres sont restées le moyen de communication préféré des amoureux qui avaient besoin de conserver la preuve de leurs sentiments ou de détruire les preuves de leurs indiscrétions. En Autriche-Hongrie, la tragédie du prince héritier Rodolphe et de sa maîtresse Marie Vetsera, âgée de 17 ans, s'est déroulée à travers des lettres qui ont bouleversé tout un empire. Leur correspondance, découverte après leur suicide à Mayerling en 1889, révéla non seulement une histoire d'amour, mais aussi un pacte suicidaire négocié par écrit. La dernière lettre de Mary à sa mère, écrite quelques heures avant sa mort, est un document d'une clarté terrifiante. « Chère maman, pardonne-moi ce que j'ai fait. Je n'ai pas pu résister à l'amour. Dans la mort, je suis plus heureuse que dans la vie. Ne pleure pas pour moi. Je vais joyeusement à la mort. L'amour m'y a poussé. Priez pour mon âme. Votre mari qui vous aime jusqu'à la mort. » Mais les lettres les plus explosives sont celles échangées entre Rodolphe et Marie, dans lesquelles ils discutent de leurs projets. Ces documents, immédiatement saisis par les agents de l'empereur François-Joseph, révèlent la profondeur du désespoir du prince héritier et son rejet de tout ce que représentait la monarchie des Habsbourg. Dans une lettre à Marie, il écrit « Mon ange, seule la mort peut nous libérer de la prison dans laquelle je suis né. Chaque jour, je dois sourire et jouer au prince, tandis que l'Autriche s'effondre autour de mon père, qui fait la sourde oreille. Avec toi, je choisis la vérité plutôt que le mensonge de la vie. Notre mort parlera plus fort que tous les mots que nous pourrions écrire. » L'empereur ordonna que la plupart de ces lettres soient brûlées, mais certaines survécurent, cachées par des serviteurs qui comprenaient leur valeur historique. Elles révèlent que Mayerling n'était pas seulement une tragédie amoureuse, mais aussi une déclaration politique. Le rejet définitif par un prince héritier d'un système dont il était issu, mais qu'il avait appris à mépriser. Le scandale a provoqué une onde de choc dans les familles royales européennes,
qui ont toutes compris que leur propre secret était tout aussi susceptible d'être révélé. À l'ère de l'alphabétisation de masse et du journalisme, les lettres d'amour royales pouvaient désormais atteindre un public de millions de personnes si elles tombaient entre de mauvaises mains. La danse prudente de la correspondance secrète devint encore plus dangereuse lorsque les journaux offrirent des fortunes pour des documents royaux scandaleux. Cette nouvelle réalité se manifesta de manière dramatique dans le cas du roi Milan Ier de Serbie et de sa correspondance tumultueuse avec sa maîtresse Artemisia Christich. Leurs lettres, volées par un domestique renvoyées et vendues à des journaux d'opposition, provoquèrent une crise constitutionnelle qui contribua à l'abdication de Milan en 1889. Ces lettres révélaient non seulement des indiscrétions sexuelles, mais aussi des secrets d'État partagés lors de conversations intimes. Milan y discutait de plans militaires, de stratégie diplomatique et de son mépris pour divers monarques européens. Le tout dans des lettres adressées à une femme dont la loyauté première était à sa propre survie. Une fois publiées, elles détruisirent non seulement sa réputation, mais aussi la position diplomatique de la Serbie, prouvant qu'à l'ère moderne, la sphère privée était devenue irrévocablement politique. À l'aube du XXe siècle, les enjeux sont devenus encore plus importants. Les lettres d'amour du tsar Nicolas II et de l'impératrice Alexandra, remplies à la fois de tendres dévotions et de conseils politiques désastreux, ont été utilisés par les propagandistes bolcheviques pour justifier l'exécution de toute la famille royale russe. Leur correspondance, en particulier les lettres d'Alexandra, exhortant Nicolas à faire confiance à Raspoutine et à ignorer les appels à la réforme, est devenue une preuve devant le tribunal révolutionnaire. Une des lettres d'Alexandra, écrite en 1916, montre le mélange fatal d'amour et d'aveuglement politique qui caractérisait leur correspondance. « Mon cher Niki, sois ferme, mon amour. La Russie a besoin que tu sois fort. N'écoute pas ceux qui parlent de constitution et de parlement. Tu es l'autocrate placé par Dieu. Fais confiance à notre ami, Raspoutine. Il voit avec les yeux de Dieu. Je ne pourrais pas t'aimer si tu étais faible. Sois l'empereur que je sais que tu es, ta femme. » Ces mots, destinés à réconforter son mari, révélèrent au contraire aux révolutionnaires le décalage total entre la famille royale et la réalité russe. Découvertes après la Révolution, ces lettres furent publiées comme preuve de l'incapacité des Romanov à gouverner. L'amour les avait rendus aveugles aux forces qui allaient les détruire. Ce schéma s'est répété tout au long du siècle. Les lettres d'amour du roi Édouard, 8 à Wallis Simpson, divulguées à la presse, ont contraint celui-ci à abdiquer et ont modifié la ligne de succession britannique. La correspondance du roi Léopold, troisième de Belgique, avec diverses maîtresses mollets pendant la Seconde Guerre mondiale, a compromis ses efforts pour maintenir la neutralité et a contribué à son abdication finale. Chaque scandale a suivi le même schéma. Des mots privés écrits avec passion deviennent des preuves publiques d'inaptitude à gouverner. L'intimité même qui rendait ces lettres précieuses pour leurs destinataires les rendait dévastatrices lorsqu'elles étaient exposées au regard du public. Mais l'exemple le plus poignant vient peut-être du Japon, où les lettres d'amour du prince héritier Akihito à Michiko Shoda, une roturière, ont failli empêcher leur mariage en 1959. Ces lettres, qui exprimaient des sentiments jugés inappropriés pour un futur empereur, ont été utilisées par les conservateurs de la cour pour s'opposer à cette union. Une lettre particulièrement controversée montrait la volonté du prince de défier la tradition. « Ma très chère Michiko, on dit qu'un empereur doit être au-dessus des émotions humaines, mais j'ai découvert que je suis glorieusement et irréversiblement humain dans mon amour pour toi. Si te choisir signifie choisir un empereur différent, alors je choisis la transformation plutôt que la tradition. » Ces mots, révolutionnaires dans le contexte de la culture impériale japonaise, ont marqué un tournant. Le mariage eut lieu, mais seulement après d'intenses négociations qui aboutirent à des accords sur la manière dont la correspondance future serait traitée. L'ère des lettres d'amour royales sans retenue touchait à sa fin, remplacée par des communications prudentes, rédigées en sachant que la vie privée n'était qu'une illusion. Aujourd'hui, à l'ère numérique, les lettres d'amour royales ont pratiquement disparu, remplacées par des messages cryptés et des communications soigneusement contrôlées. Mais la leçon reste la même. Les mots d'amour, lorsqu'ils sont écrits par des personnes au pouvoir, ont des conséquences qui résonnent à travers l'histoire. Chaque correspondance secrète est une arme potentielle, chaque confession privée un catalyseur possible d'une catastrophe publique. Les lettres que nous avons explorées n'ont
nous révèle des Staudevel des vérités fondamentales sur la nature humaine et le pouvoir. L'amour nous rend vulnérables, et la vulnérabilité dans les positions de pouvoir crée des opportunités d'exploitation, de chantage et de révolution. Les puissants ne tombent pas à cause de grands gestes, mais à cause de petites indiscrétions, une confiance mal placée, une lettre interceptée, un secret qui devient trop grand pour être gardé. Des compositions musicales codées au cours de la reine Sophie-Madeleine aux derniers mots de Marie-Antoinette écrits sur un morceau de tissu déchiré, des séductions stratégiques de Njinga au conseil fatal d'Alexandra, ces lettres révèlent que les grands tournants de l'histoire reposent souvent sur les émotions humaines les plus intimes. Les empires ne sont pas tombés parce que leurs murs étaient infragiles, mais parce que le cœur de leurs dirigeants était sans défense. La femme de chambre que nous avons rencontrée au début de notre histoire, serrant contre sa poitrine cette lettre dangereuse dans les couloirs glacés de Whitehall, représente toutes les personnes qui ont détenu un secret aussi explosif. Son choix, livrer, trahir ou détruire, se multiplie à travers les siècles et les continents. Chaque décision remodèle le monde à petite et grande échelle. Alors que je termine cette chronique d'amour, de mensonges et de lettres, je me rappelle que nous vivons à une époque où chaque email, SMS et message privé crée une trace indélébile. Les lettres d'amour royal du passé nous avertissent que la vie privée est toujours temporaire, que le pouvoir rend toute révélation personnelle politique, et que le cœur humain, malgré toutes les preuves du contraire, continue de se livrer dans des mots qui peuvent construire ou détruire des dynasties. La prochaine fois que vous visiterez un musée et que vous verrez une lettre sous verre, l'encre fanée, le papier jauni par le temps, rappelez-vous que vous ne regardez pas seulement une correspondance historique. Vous voyez le moment où quelqu'un a choisi l'amour plutôt que la sécurité, la passion plutôt que la prudence, la vérité plutôt que les mensonges élaborés qui maintiennent la stabilité des royaumes. Ces lettres sont la preuve que tout au long de l'histoire, dans les palais comme dans les taudis, des gens ont tout risqué pour le privilège dangereux de dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Au final, les affaires secrètes qui ont façonné les empires nous enseignent que le pouvoir est toujours personnel, que le public et le privé ne peuvent jamais être totalement séparés, et que les secrets les mieux gardés finissent toujours par être révélés. Les lettres d'amour de l'histoire nous rappellent que même ceux qui dirigent des nations sont gouvernés par leur cœur, et que parfois, une seule page exprimant des émotions sincères peut renverser ce que les armées ne peuvent toucher. Les empires ont aujourd'hui disparu pour la plupart, mais les lettres sont toujours là, dans des archives, des collections privées, des coffres familiaux, attendant d'être découvertes. Elles traversent les siècles avec des voix qui refusent d'être réduites au silence, nous disant que l'amour, dans toute sa glorieuse impossibilité, reste la force la plus dangereuse de l'histoire humaine. Car l'amour nous pousse à écrire ce qui ne devrait pas être écrit, à conserver ce qui devrait être brûlé et à risquer ce qui ne devrait jamais être risqué. Et ce faisant, il continue de façonner le monde, une lettre interdite à la fois. Vous vous tenez dans l'ombre de la Domus Transitoria, le palais reliant les collines du Palatin et de l'Esquilin, votre toge sénatoriale pesant lourdement sur vos épaules. Nous sommes en 47 après Jésus-Christ, et vous avez été convoqué, non sommé, d'assister à l'une des célèbres réunions de l'impératrice Messaline. Votre femme s'est agrippée à votre bras lorsque vous avez quitté la maison, les yeux remplis de larmes qu'elle n'osait pas laisser couler. Elle sait ce qui se passe lors de ces événements. Tout le monde à Rome le sait. Mais refuser, c'est mourir, et y assister, c'est être témoin de sa propre dégradation. Les couloirs de marbre résonnent de sons qui vous retournent l'estomac. Des rires mêlés à quelque chose de plus sombre, quelque chose qui évoque des plaisirs transformés en armes. Des gardes au regard vide vous font signe d'avancer, devant des chambres où des ombres bougent d'une manière que votre esprit patricien refuse de comprendre pleinement. L'air s'alourdit d'encens syrien, mais en dessous se cache l'odeur indubitable de la sueur, de la peur et de la honte. Puis vous la voyez. Valeria Messalina, troisième épouse de l'empereur Claude, est allongée sur un divan de pourpre de Tyr, sa beauté aussi indéniable qu'effrayante. Elle a peut-être 25 ans, ses cheveux couleur miel sont coiffés en boucles élaborées qui encadrent un visage d'une perfection classique. Mais ce sont ses yeux qui vous glacent le sang. Intelligent, calculateur et dépourvu de toute la pitié que vous espérez désespérément y trouver. Elle sourit, et à cet instant vous comprenez que vous n'êtes pas un invité à cette réunion. Vous êtes une proie. Sénateur, murmure-t-elle d'une voix qui trahit l'autorité désinvolte de quelqu'un qui n'a jamais été refusé quoi que ce soit. C'est gentil à vous de vous joindre à nous. J'espère que votre femme se porte bien. Et votre fille, elle doit avoir 15 ans maintenant, non? Un âge charmant.
La menace n'est pas subtile. Rien chez Messaline ne l'est jamais. Vous parvenez à vous incliner, la gorge trop sèche pour parler, tandis qu'elle vous invite à vous asseoir à côté d'elle. Venez, asseyez-vous. Ce soir, vous découvrirez à quel point votre loyauté envers Rome est profonde. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus similaires. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes depuis différentes parties du monde, reliées à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Pour comprendre comment une femme à peine sortie de l'adolescence a pu terroriser les hommes les plus puissants de l'Empire romain, nous devons d'abord comprendre le monde qui a donné naissance à Valeria Messalina. Née vers 20 après Jésus-Christ, dans les plus hautes sphères de l'aristocratie romaine, elle est entrée dans une société où les femmes de sa classe étaient censées être silencieuses et soumises, destinées à produire des héritiers légitimes. Son arrière-grand-mère était Octavie Mineure, sœur d'Auguste lui-même. Sa lignée la reliait au fondement même du pouvoir impérial, mais en tant que femme, ce pouvoir était censé circuler à travers elle, et non provenir d'elle. La Rome de la jeunesse de Messaline était une ville aux contradictions stupéfiantes. Au forum, les sénateurs débattaient des questions les plus importantes en matière de droit et de philosophie, tandis que dans la Subura, le vaste quartier pauvre qui s'étendait comme une plaie ouverte au cœur de la ville, la violence et le vice régnaient en maître. Les palais impériaux perchés au sommet du mont Palatin dominaient une métropole où une richesse inimaginable côtoyait une pauvreté écrasante, où les réalisations culturelles les plus raffinées de la civilisation humaine coexistaient avec une barbarie qui aurait choqué même les soldats les plus endurcis. La jeune Messaline absorbait ces contradictions comme une éponge absorbe l'eau. Alors que ses tuteurs lui enseignaient la poésie grecque et la bonne gestion d'une maison patricienne, elle apprenait également des leçons plus sombres. Elle observait ses parentes naviguer dans les eaux troubles de la politique impériale, utilisant les seules armes à leur disposition: leur corps, leur beauté, leur capacité à donner naissance à des héritiers. Elle voyait comment les hommes qui prônaient la vertu stoïcienne en public se révélaient hypocrites en privé, comment les codes moraux élaborés de la société romaine n'étaient en réalité que de beaux mensonges dissimulant un abîme d'appétit et d'ambition. À 15 ans, Messaline fut mariée à son cousin germain, Claude, qui n'était alors qu'un membre embarrassant de la famille impériale. Il avait près de 30 ans de plus qu'elle, et souffrait d'un boitement et d'un bégaiement qui faisaient de lui la risée de la cour. L'histoire le dépeint comme un érudit plus à l'aise avec les parchemins poussiéreux qu'avec les réalités brutales de la politique romaine. Pour une jeune femme d'une beauté extraordinaire et d'une intelligence acérée comme Messaline, cela devait ressembler à une condamnation à mort. Mais vint l'assassinat de Caligula en 41 après Jésus-Christ, et soudain Claudius, le bègue boiteux, devint empereur de Rome. À l'âge de 19 ans peut-être, Messaline se retrouva impératrice du monde connu. La transformation fut totale et immédiate. La jeune fille, à qui l'on avait appris à baisser les yeux et à ne parler que lorsqu'on lui adressait la parole, commandait désormais la garde prétorienne. La jeune femme qui était censée se contenter de la couture et de l'intendance détenait désormais le pouvoir de vie et de mort sur des millions de personnes. Ce qui s'est passé ensuite a fait l'objet de débats entre historiens pendant 2 millénaires. Le pouvoir a-t-il corrompu une jeune fille innocente ou a-t-il simplement révélé ce qui avait toujours été caché sous la surface? La réponse, comme la plupart des vérités sur la nature humaine, est probablement les deux. Messaline découvrit que sa beauté, combinée à sa nouvelle position, lui conférait un pouvoir sans précédent sur des hommes qui avaient passé toute leur vie à accumuler leur propre pouvoir, et elle décida de l'utiliser. Les premières rumeurs de scandale commencèrent presque immédiatement. Les esclaves du palais parlaient à voix basse des promenades nocturnes de l'impératrice. À la tombée de la nuit, Messaline se déguisait en prostituée vêtue d'une tunique grossière, couvrait ses cheveux couleur miel avec une perruque bon marché, et se glissait hors du palais par des passages réservés aux serviteurs et connus seulement de quelques personnes de confiance. Mais il ne s'agissait pas d'aventures romantiques ou d'imprudence de jeunesse. C'était quelque chose de bien plus calculé et infiniment plus dangereux. Accompagnée d'un petit groupe d'affranchis et d'esclaves de confiance, Messaline se rendait dans le Subura, ce labyrinthe de ruelles étroites et d'insulae délabrées où Rome montrait son vrai visage. Là, dans des tavernes qui empestaient le vin bon marché et les corps mal lavés, elle s'offrait à des hommes qui n'avaient aucune idée qu'ils couchèrent avec l'impératrice de Rome.
des gladiateurs tout juste sortis de l'arène, le corps encore marqué par les combats, des marchands syriens qui parlaient latin avec un fort accent, des auxiliaires germaniques qui avaient gagné leur citoyenneté après avoir versé leur sang pour Rome pendant 25 ans. Mais pourquoi? Pourquoi la femme la plus puissante de l'Empire recherchait-elle de telles rencontres? La réponse réside dans la compréhension de la psychologie particulière du pouvoir et de la contrainte qui définissait l'existence de Messaline. Le jour, elle était entourée d'hommes qui s'inclinaient et la flattaient, qui approuvaient chacun de ses mots, qui la désiraient non pour elle-même, mais pour ce qu'elle représentait. Chaque interaction était empoisonnée par le calcul, chaque sourire était une manipulation potentielle. Dans la Subura anonyme et prétendument impuissante, elle pouvait vivre ce qu'elle désirait par-dessus tout. Un désir authentique et brut, exempt de toute considération politique ou crainte. Mais même lors de ces expéditions nocturnes, la véritable nature de Messaline se révélait. Elle ne se contentait pas de simples rencontres anonymes. Elle commença à compter ses conquêtes, à transformer ses aventures sexuelles en une sorte de compétition avec elle-même. Combien d'hommes pouvait-elle satisfaire en une seule nuit? Combien de temps pouvait-elle maintenir le mythe qu'elle n'était qu'une prostituée de province? Le frisson ne venait pas seulement du sexe en soi, mais aussi du danger, de la tromperie, de la conscience qu'elle jouait un jeu dont les enjeux augmentaient chaque nuit. Le jeu atteignit son paroxysme dans ce que Pline l'Ancien qualifia plus tard de l'un des événements les plus choquants de l'histoire romaine. Messaline, ayant entendu parler d'une prostituée célèbre nommée Scylla, réputée dans tout Rome pour son endurance et son habileté, lui lança un défi. Elle devait s'affronter pour voir qui pourrait satisfaire le plus d'hommes en une seule nuit. Le concours devait avoir lieu dans un bordel de la Subura, sous l'œil impartial de juges censés compter les points. Imaginez la scène. L'impératrice de Rome, la femme qui, pendant la journée, était entourée de centaines d'esclaves et de courtisans, allongée sur un matelas taché dans une cellule à peine assez grande pour se retourner. Les murs étaient si fins que les bruits provenant des pièces adjacentes formaient une symphonie de grognements et de gémissements. L'air était imprégné d'une odeur de parfum bon marché, de sueur et d'huile rance utilisées dans les lampes qui fournissaient pour la seule source de lumière. Et au milieu de tout cela, Messaline concourait avec l'intensité concentrée d'une athlète aux Jeux olympiques. Selon Pline, le concours dura du coucher au lever du soleil. Scylla, malgré son expertise professionnelle et ses années d'expérience, finit par admettre sa défaite après avoir satisfait 25 hommes. Mais Messaline continua. Les sources affirment qu'elle ne s'arrêta pas avant d'avoir couché avec plus du double de 7 hommes, ne partant que lorsque le tenancier du bordel insista pour fermer pour la matinée. Elle retourna au palais à l'aube, le corps épuisé mais l'appétit apparemment insatisfait, et reprit son rôle d'impératrice comme si de rien n'était. Mais les aventures de Subura n'étaient qu'un début. À mesure que Messaline prenait confiance en son pouvoir, ses expériences en toilance sexuelle devenaient de plus en plus audacieuses. Elle commença à introduire ses jeux dans le palais même, transformant les salles sacrées du pouvoir impérial en un laboratoire pour ses désirs de plus en plus élaborés. Le personnel du palais observait avec une fascination horrifiée leur impératrice démolir systématiquement toutes les frontières entre le public et le privé, le sacré et le profane. L'une de ces innovations fut ce qu'elle appela les jours du jugement. À ces occasions, elle convoquait au palais les épouses des sénateurs, des patriciens et d'autres hommes puissants, sous prétexte de discuter d'œuvres caritatives ou de fêtes religieuses. Une fois réunies, ces femmes, dont beaucoup étaient des modèles de vertu romaine traditionnelle, se retrouvaient soumises à la justice très particulière de Messaline. L'impératrice commençait par faire déshabiller les femmes par ses esclaves, puis les forçait à se tenir debout devant elles tandis qu'elle critiquait leur corps avec le détachement clinique d'un inspecteur du bétail. Elle faisait des comparaisons cruelles, se moquant des seins tombants des femmes qui avaient allaité plusieurs enfants, ridiculisant les vergetures qui témoignaient des grossesses endurées au service de l'avenir de Rome. Mais l'humiliation n'était que l'apéritif de ce qui allait suivre. Messaline annonçait ensuite que ces femmes avaient été sélectionnées pour un honneur particulier. Elles allaient servir de divertissement aux gardes du palais. Les épouses des hommes les plus puissants de Rome, des femmes élevées depuis leur naissance pour préserver leur vertu comme leur bien le plus précieux, étaient en contrainte d'avoir des relations sexuelles avec de simples soldats sous le regard de Messaline, qui observait depuis son trône et faisait parfois des suggestions ou des critiques, comme un metteur en scène supervisant une pièce de théâtre. Le génie de la cruauté de Messaline résidait dans sa compréhension de la psychologie romaine.
Ces femmes ne pouvaient donc pas refuser sans condamner toute leur famille à la destruction. Elles ne pouvaient pas parler de ce qui s'était passé sans ruiner leur propre réputation. Elles étaient empiégées dans un réseau de honte et de silence, obligées de retourner chez elles et de faire comme si rien ne s'était passé, de sourire lors des réceptions où elles pouvaient rencontrer d'autres victimes, toutes liées logées par leur dégradation commune et leur incapacité à en parler. Mais cela ne suffisait pas à Messaline. Elle commença à impliquer les maris eux-mêmes dans ces jeux. Les sénateurs recevaient en main des invitations à des dîners intimes au palais, des occasions qui auraient dû être un honneur, mais que tous les hommes de Rome avaient appris à redouter. Ces réunions commençaient normalement. Vin fin, mais exquis, conversations cultivées sur la poésie et la philosophie. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, Messaline orientait la discussion vers des territoires et plus dangereux. « Dites-moi, sénateur Marcus, disait-elle d'une voix douce comme du miel empoisonné, est-il vrai ce qu'on dit de l'enthousiasme de votre femme au lit ? J'ai entendu dire qu'elle pouvait être très bruyante. » Le sénateur se figeait, comprenant qu'il était sur le fil du rasoir. Défendre l'honneur de sa femme reviendrait à défier l'impératrice. Garder le silence reviendrait à accepter tout ce qui suivrait. Et ce qui suivait était invariablement pire que tout ce qu'il pouvait imaginer. Messaline convoquait la femme du sénateur, prétextant vouloir la complimenter sur certains aspects de la gestion de son foyer ou lui demander conseil sur une question domestique. La femme arrivait, vêtue de sa plus belle stola, les cheveux coiffés avec soin, comme il sied à une matrone romaine, pour se retrouver au centre d'une humiliation soigneusement orchestrée. Sous le regard de son mari, qui n'avait pas le droit d'intervenir ni même de détourner les yeux, Messaline forçait la femme à accomplir des actes de plus en plus dégradants, tout en déversant un flot de commentaires mêlant fausse sympathie et moquerie cruelle. « Oh, ne soyez pas si bouleversé, sénateur, » disait Messaline en remarquant la détresse évidente de l'homme. « Considérez cela comme une occasion de voir votre femme sous un nouveau jour. Après tout, un mariage peut s'essouffler après tant d'années. Peut-être que cela ravivera votre passion l'un pour l'autre. » La perversion consistant à transformer l'amour et la protection d'un mari en instrument de torture révélait un esprit qui comprenait la psychologie humaine avec une clarté terrifiante. Ces réunions au palais se transformèrent en productions théâtrales élaborées. Messaline fit construire des salles spéciales destinées à son divertissement, des espaces contenant qui combinaient le luxe attendu de l'architecture impériale avec des éléments qui auraient mieux trouvé leur place dans une chambre de torture. Une pièce était entièrement recouverte de murs en argent poli qui servaient de miroirs, multipliant chaque image à l'infini afin que les victimes soient obligées de regarder leur propre dégradation sous d'innombrables angles. Une autre contenait des passages secrets qui permettaient aux spectateurs d'observer sans être vus, transformant l'humiliation privée en spectacle public. L'impératrice développa un penchant particulier pour ce qu'elle appelait les nuits mythologiques. À ces occasions, elle obligeait ses victimes à reconstituer des scènes célèbres de la mythologie grecque et romaine, mais avec ses propres interprétations pornographiques. L'épouse d'un sénateur pouvait être contrainte de jouer le rôle de Léda face à un cygne, non pas le Zeus du mythe, mais un véritable oiseau dressé à cet effet. Une autre pouvait incarner Pasiphae, la reine qui s'était accouplée avec un taureau pour donner naissance au Minotaure, bien que la version de Messaline impliquait des dispositifs mécaniques qui auraient horrifié même l'ingénieur le plus blasé. Ce qui rendait ces spectacles particulièrement traumatisants, ce n'était pas seulement les actes physiques eux-mêmes, mais la façon dont Messaline intégrait des éléments de la haute culture dans ses dépravations. Elle citait les métamorphoses d'Ovide tout en orchestrant ces scènes, démontrant une érudition qui rendait ses actions encore plus troublantes. Voici une femme qui comprenait les subtilités de la civilisation romaine et choisissait de les pervertir pour en faire des instruments de torture psychologique. La corruption s'est répandue au-delà des murs du palais comme une peste. Les favoris de Messaline commencèrent à imiter ses méthodes, comprenant que dans ce nouvel ordre, les vertus romaines traditionnelles n'étaient bien pas seulement dépassées, mais aussi dangereuses. Les jeunes hommes qui auraient autrefois recherché l'honneur dans l'armée ou la fonction publique se disputaient désormais pour inventer de nouvelles formes de divertissement sexuel pour leur impératrice. Une culture de la dépravation s'enracina dans les plus hautes sphères de la société romaine, se répandant vers le bas de la hiérarchie sociale comme un poison dans les veines d'un corps. Les expériences sexuelles de Messaline n'étaient non pas des actes d'hédonisme aléatoires. Il s'agissait de démonstrations de pouvoir soigneusement calculées, chacune visant à atteindre des objectifs précis.
Lorsqu'elle obligea la femme d'un sénateur à pratiquer la fellation sur une série de gladiateurs sous le regard de ce dernier, elle ne se livrait pas simplement à un caprice cruel. Elle démontrait que les protections traditionnelles liées à la classe et au statut social n'avaient aucune valeur face à sa volonté. Lorsqu'elle faisait participer des femmes patriciennes à des concours d'endurance pour voir qui pouvait satisfaire le plus d'hommes, elle montrait que même les aspects les plus fondamentaux de l'identité romaine, l'honneur, la vertu, la dignitas, n'étaient que des illusions qu'elle pouvait briser à volonté. La guerre psychologique s'étendait aux enfants de ces familles. Messaline avait compris que le moyen le plus efficace de contrôler la génération actuelle était de corrompre la suivante. Elle invitait les fils et les filles adolescents des sénateurs au palais, soi-disant pour leur culture ou pour tenir compagnie à ses propres enfants. Une fois sur place, ces jeunes étaient progressivement initiés à la culture sexuelle que Messaline avait créée, leur innocence leur étant retirée petit à petit jusqu'à ce qu'ils deviennent eux aussi des participants à la dégradation de l'Empire. La corruption de ces enfants suivait un programme soigneusement élaboré. Tout d'abord, ils étaient exposés. Ils assistaient accidentellement à des scènes d'activité sexuelle, leur curiosité naturelle étant exploitée pour les attirer davantage dans la toile de Messaline. Ensuite, ils étaient amenés à normaliser ces comportements. On leur disait que ce qu'ils avaient vu était simplement le comportement sophistiqué des adultes et que leur choc était la preuve de leur éducation provinciale. Enfin venait la participation. Sous la pression de leur père déjà corrompu et menacé d'exclusion sociale, s'ils refusaient ces enfants de l'élite romaine se retrouvèrent entraînés dans des activités qui auraient horrifié leurs parents. Mais l'innovation la plus diabolique de Messaline était peut-être son système de chantage sexuel, qui fonctionnait comme un gouvernement fantôme au sein de l'État romain. Elle tenait des registres détaillés de toutes les personnes qui avaient participé à ces réunions, de tous les actes qu'elles avaient commis ou dont elles avaient été témoins, de tous les moments de faiblesse ou de soumission. Ces registres, tenus par des scribes spécialement formés qui étaient eux-mêmes liés à son service par leurs propres activités compromettantes, lui donnaient un moyen de pression sur pratiquement toutes les familles puissantes de Rome. Un sénateur qui s'opposait à l'une de ces initiatives pouvait recevoir un rappel discret de ce que sa femme avait été contrainte de faire lors de la réunion du mois précédent. Un général qui montrait des signes d'indépendance pouvait trouver des récits détaillés de sa propre participation aux orgies de Messaline circulant parmi ses troupes. La menace n'était pourtant jamais explicite, elle n'avait pas besoin de l'être. Tout le monde comprenait que s'opposer à l'impératrice signifiait non seulement la mort, mais aussi la destruction complète de l'honneur et de la réputation de sa famille. Ce terrorisme sexuel paralysait le gouvernement romain. Les fonctionnaires qui auraient dû servir les intérêts de l'Empire se concentraient plutôt sur la protection de leurs propres secrets et de ceux de leur famille. Les décisions n'étaient pas prises en fonction de ce qui était le mieux pour Rome, mais en fonction de ce qui satisferait Messaline. La machine étatique, construite au fil des siècles grâce à la vertu républicaine et à l'ambition impériale, était rongée de l'intérieur par l'acide de la dépravation imposée. La classe intellectuelle n'était pas épargnée par Messaline. Elle prenait un malin plaisir à corrompre ceux qui se vantaient de leur détachement philosophique et de leur supériorité morale. Les philosophes stoïques, qui prêchaient l'importance de contrôler ses passions, se retrouvaient soumis à des séductions élaborées, destinées à prouver le vide de leurs enseignements. Elle les engageait dans de longues discussions philosophiques, démontrant une compréhension authentique de leurs idées, avant de détruire systématiquement leurs prétentions par des humiliations sexuelles soigneusement orchestrées. Un cas documenté concerne un célèbre professeur stoïcien qui avait déclaré publiquement que l'homme sage était immunisé contre les perturbations de la chair. Messaline l'invita à un symposium privé, soi-disant pour discuter de son dernier traité sur la vertu. La soirée commença par un discours noble sur la nature de la bonne vie et l'importance de la maîtrise de soi rationnelle. Mais à mesure que le vin coulait et que les questions de Messaline devenaient plus pointues, le philosophe se retrouva piégé dans un labyrinthe intellectuel où chaque réponse le conduisait à un compromis plus profond. À la fin de la soirée, ce modèle de vertu stoïcienne se livrait à des actes qui contredisaient tout ce qu'il avait jamais enseigné ou prétendu croire. Messaline ne s'était pas contentée de le séduire, elle l'avait poussé à trahir tout son système philosophique, et elle l'avait fait en utilisant ses propres arguments et sa propre logique. Le lendemain, elle lui envoya un cadeau, un parchemin contenant un nouveau traité qu'elle avait rédigé, utilisant les principes stoïciens pour justifier tous les actes de dépravation qu'il avait commis.
Le philosophe qui descend quitta Rome peu après et on n'entendit plus jamais parler de lui. L'influence de Messaline s'étendait même à l'armée, bastion de la vertu et de la discipline romaine traditionnelle. Elle avait développé un réseau d'agents sexuels au sein des légions, de beaux jeunes hommes et femmes qui lui rendaient directement compte et dont la mission était de compromettre les commandants de légions. Ces agents s'infiltraient dans les camps militaires, se faisant passer pour des marchands, des artistes ou des prostituées, et se frayaient progressivement un chemin vers des positions intimes avec des officiers de haut rang. Une fois qu'un commandant avait été séduit, il se retrouvait pris au piège dans la toile de Messaline. L'agent révélait alors sa véritable allégeance et l'officier avait le choix: coopérer avec l'impératrice ou voir les preuves de ses écarts de conduite diffusés dans tout son commandement. Pour des hommes qui avaient rebâti toute leur vie sur l'honneur militaire et le respect de leurs soldats, la menace était dévastatrice. Beaucoup préféraient le suicide à la soumission, mais d'autres devenaient les agents involontaires de Messaline au sein de la hiérarchie militaire. Le domaine religieux n'offrait aucun refuge contre l'influence corruptrice de Messaline. Elle s'en prenait systématiquement aux Vestales, ces 6 femmes qui entretenaient la flamme sacrée de Vesta et dont la virginité était considérée comme essentielle à la prospérité de Rome. La punition pour une Vestale qui rompait son vœu de chasteté était d'être enterrée vivante, mais Messaline trouva le moyen de corrompre même ses filles les plus sacrées de Rome. Elle commençait par se lier d'amitié avec certaines Vestales, les invitant à des réunions privées où la conversation dérivait peu à peu vers la nature de leurs vœux et les sacrifices qu'elles avaient consentis. Elle leur racontait des histoires, fictives, sur ses propres luttes contre le désir, créant ainsi un sentiment d'intimité et de féminité partagée. Puis, à l'aide de vins drogués, de séductions soigneusement orchestrées et de chantage, elle organisait le déflorement de la Vestale, généralement par plusieurs hommes en une seule nuit, afin qu'il n'y ait aucun doute sur la violation. La Vestale corrompue se trouvait alors face à un choix impossible: avouer et subir le terrible châtiment d'être enterrée vivante, ou garder le silence et vivre en sachant qu'elle commettait un sacrilège chaque fois qu'elle accomplissait ses devoirs sacrés. La plupart choisissaient en ça le silence, mais Messaline les possédait alors complètement. Elle avait transformé les gardiennes les plus sacrées de Rome en complices involontaires, ajoutant une dimension de profanation religieuse à son catalogue déjà long de violations. À mesure que son pouvoir grandissait, ses spectacles sexuels devenaient de plus en plus élaborés. Elle commandait des représentations qui auraient sans effet rougir même les potentats orientaux les plus décadents. L'un des événements les plus tristement célèbres consistait à recréer toute la guerre de Troie sous forme de spectacles érotiques, avec des centaines de participants jouant chaque bataille et chaque interaction comme des rencontres sexuelles. Le siège de Troie dura 10 jours, pendant lesquels les épouses des sénateurs jouaient le rôle de reines grecques contraintes de se soumettre aux conquérants troyens, tandis que leurs maris se voyaient attribuer des rôles d'observateurs impuissants ou de participants involontaires. Une autre production reconstituait les 12 travaux d'Hercule, chacun étant réinterprété comme un défi sexuel que devaient en relever des membres sélectionnés de l'aristocratie. Une matrone patricienne pouvait se retrouver dans le rôle de l'hydre de Lerne, obligée de satisfaire simultanément plusieurs partenaires représentant le combat d'Hercule contre le monstre à plusieurs têtes. Le spectacle combinait l'éducation classique et l'humiliation sexuelle d'une manière qui corrompait à la fois la culture et les participants. Mais l'innovation la plus dévastatrice sur le plan psychologique de Messaline était peut-être sa pratique, consistant à forcer les familles à participer ensemble à des actes sexuels. Elle orchestrait des scénarios dans lesquels pères et filles, mères et fils, frères et sœurs, cousins et cousines étaient placés dans des situations où le refus signifiait la mort, mais où l'obéissance entraînait la destruction des liens les plus fondamentaux de la famille et de la société. Les tabous qu'elle obligeait les gens à briser étaient si profonds que de nombreux participants ne s'en remirent jamais. Psychologiquement, passant le reste de leur vie dans un état de retrait catatonique ou de désespoir suicidaire. L'impact économique du règne de terreur sexuelle de Messaline fut considérable et souvent négligé par les historiens qui se concentraient sur les aspects les plus sensationnels de ses activités. Les familles riches se ruinaient pour tenter d'échapper à ces réunions, offrant des sommes colossales pour avoir le privilège d'être dispensées d'y assister. Cela créa une économie perverse où l'humiliation sexuelle devint une marchandise, certaines familles achetant en quelque sorte le droit de soumettre d'autres personnes à ce qu'elles-mêmes souhaitaient éviter. Messaline établit un système de tarification officiel pour différentes formes d'exemption.
Un sénateur pouvait payer 100 000 sesterces pour dispenser sa femme d'une seule réunion, ou 1 million pour acheter une immunité d'1 an pour toute sa famille. Mais ces exemptions étaient toujours temporaires et pouvaient être révoquées au gré de Messaline. La perte financière constante, combinée au stress psychologique de ne jamais savoir quand l'exemption pourrait être retirée, a conduit à la ruine de nombreuses familles parmi les plus anciennes et les plus distinguées de Rome. La corruption de l'économie allait au-delà de l'extorsion directe. Les entreprises qui reposaient sur leur réputation et leurs relations sociales se retrouvaient détruites lorsque leurs propriétaires étaient exposés comme participants aux orgies de Bélargie de Messaline. Les marchands découvraient que leurs clients patriciens ne voulaient plus faire affaire avec eux après les rencontres au palais. Les réseaux normaux de confiance et d'obligations mutuelles qui permettaient au commerce romain de fonctionner étaient empoisonnés par la honte partagée et le chantage mutuel que Messaline avait cultivé. L'impératrice utilisait également le sexe comme un outil de politique économique. Lorsqu'elle voulait détruire un rival commercial ou s'emparer d'une propriété particulièrement précieuse, elle s'arrangeait pour que le propriétaire soit compromis de manière si spectaculaire qu'il renonce volontiers à ses biens en échange de son silence. Des maisons de commerce entières ont été absorbées dans son empire personnel grâce à un simple expédient consistant à contraindre leurs propriétaires à commettre des actes d'une telle dépravation qu'il leur était impossible de conserver la propriété de leurs biens. Les dommages culturels infligés par le règne de Messaline s'étendaient bien au-delà des victimes directes de ces prédations sexuelles. Les valeurs romaines traditionnelles de gravitas, dignitas et virtus devinrent des moqueries creuses lorsque tout le monde sut que les citoyens les plus respectés étaient régulièrement humiliés dans le palais impérial. Les jeunes Romains qui grandissaient en tête à cette époque apprirent que le pouvoir était la seule vérité, que la moralité était une fiction entretenue par les faibles et que la domination sexuelle était l'expression ultime de l'autorité. La littérature et l'art de cette période reflètent le profond impact psychologique du règne de Messaline. Les poètes qui célébraient autrefois la vaillance martiale et la vertu civique se tournèrent vers des thèmes plus sombres, produisant des œuvres qui exploraient la corruption de l'innocence et l'impossibilité de maintenir l'honneur dans un monde déshonoré. Les artistes créèrent des sculptures et des fresques qui, tout en représentant ostensiblement des scènes mythologiques, contenaient des références subtiles aux horreurs sexuelles que tout le monde connaissait, mais dont personne n'osait parler ouvertement. Les écoles philosophiques avaient du mal à aborder la réalité de la Rome de Messaline. Comment les stoïciens pouvaient-ils prêcher le détachement émotionnel alors que leur propre maître était systématiquement brisé ? Comment les épicuriens pouvaient-ils prôner le plaisir raffiné alors que le plaisir lui-même était devenu une arme de destruction psychologique massive ? Les fondements intellectuels de la civilisation romaine s'érodaient tout autant que ses fondements moraux, laissant une société à la dérive, sans ancrage ni direction. L'influence de Messaline s'étendait même aux provinces, où les gouverneurs et les fonctionnaires locaux imitaient ses méthodes pour démontrer leur loyauté envers la maison impériale. Des rapports provenant de Gaule, de Syrie et de Grande-Bretagne décrivent des scènes similaires de coercition sexuelle et d'humiliation aristocratique, les élites provinciales étant soumises à des dégradations inspirées de celles qui se produisaient à Rome. Le cancer de la corruption se propagea dans tout le corps de l'Empire, véhiculé par des fonctionnaires qui avaient compris que la domination sexuelle était désormais le langage du pouvoir. Les conséquences militaires de cette corruption devinrent évidentes lorsque la discipline dans les légions commença à se dégrader. Les soldats qui savaient que leur commandant avait été compromis dans le palais de Messaline perdirent tout respect pour l'autorité militaire. Les réseaux complexes de loyauté et d'honneur qui unissaient dans l'armée romaine ont été corrodés par la connaissance que leur chef était soumis au chantage sexuel et à l'humiliation. Certaines unités ont frôlé la mutinerie lorsque les soldats ont découvert que leurs généraux avaient participé à des orgies où les femmes des sénateurs étaient humiliées. Même les jeux de gladiateurs, spectacles de violence contrôlés très appréciés à Rome, ont été corrompus par l'influence de Messaline. Elle introduisit des éléments sexuels dans l'arène, obligeant les prisonniers condamnés à avoir des rapports sexuels en public avant leur exécution, ou faisant combattre des gladiatrices nues avec la promesse que les vainqueurs seraient contraints de satisfaire certains membres du public. La frontière entre le sexe et la mort, entre le plaisir et la douleur, fut délibérément brouillée jusqu'à ce que le public romain ne puisse plus faire la distinction entre divertissement et atrocité.
Le projet le plus ambitieux de Messaline était ce qu'elle appelait le Nouveau Panthéon, un temple secret dédié à sa propre divinité, où se déroulaient en rang les rituels sexuels les plus extrêmes. Construit sous le complexe palatial, ce temple souterrain était une merveille d'architecture perverse. La salle centrale était circulaire, avec 12 alcôves représentant les principaux dieux du panthéon romain. Dans chaque alcôve, des victimes sélectionnées étaient contraintes d'incarner différentes divinités dans le cadre de rituels sexuels élaborés qui parodièrent les cérémonies religieuses traditionnelles. Les rituels pratiqués dans cet espace représentaient la fusion ultime entre blasphème religieux et violence sexuelle. Les participants étaient incrédits drogués avec des substances exotiques qui provoquaient des états hallucinogènes, les rendant plus vulnérables à la manipulation psychologique. On leur disait qu'ils connaient littéralement des dieux et des déesses, que les actes sexuels qu'ils accomplissaient avaient une signification cosmique. Certaines victimes ressortaient en fait de ces expériences avec un sens de la réalité tellement fracturé qu'elles passèrent le reste de leur vie dans un état de délire religieux, se croyant des êtres divins piégés dans un corps mortel. Le clergé de ce temple obscur était composé d'individus que Messaline avait tellement brisés qu'ils avaient intériorisé sa vision du monde. Ces hommes et ces femmes avaient été soumis à une dégradation si extrême qu'ils avaient en reconstruit toute leur identité autour de leurs expériences, devenant des participants enthousiastes lactançants à la corruption des autres. Ils développèrent des justifications théologiques élaborées peu leur temps pour les rituels, créant un système religieux cohérent, quoique terrifiant, qui plaçait la domination sexuelle au centre de l'ordre cosmique. Alors que le pouvoir de Messaline atteignait son apogée, elle commença à planifier son triomphe ultime, la conquête sexuelle de l'empereur lui-même. Claudius, son mari, avait jusqu'alors été épargné par ces jeux, en partie parce qu'elle avait besoin de son autorité politique et en partie parce qu'elle le trouvait physiquement repoussant. Mais à mesure que sa confiance grandissait, elle commença à voir sa conquête comme la preuve ultime de son pouvoir absolu. Si elle parvenait à réduire l'empereur de Rome à une simple victime de sa domination sexuelle, elle prouverait que rien ni personne n'était hors de sa portée. Le plan qu'elle élabora était d'une audace à couper le souffle. Elle allait orchestrer un scénario dans lequel Claudius serait drogué et placé dans une situation où il participerait à son insu à l'une de ses orgies, commettant des actes qui détruiraient son autorité s'ils étaient rendus publics. Elle documenterait tout, créant ainsi un dossier qui permettrait de faire chanter l'empereur lui-même. Avec Claude sous son contrôle total, elle régnerait sur Rome non pas depuis l'ombre, mais depuis le trône, utilisant le sexe comme sceptre et la dégradation comme couronne. Mais Messaline avait finalement vu trop grand. Son plan nécessitait la coopération de trop nombreuses personnes, dont certaines avaient été poussées au-delà de leurs limites. Un groupe d'affranchis proches de Claude, mené par son secrétaire Narcisse, découvrit le complot et comprit que leur propre survie dépendait de l'arrestation de l'impératrice. Ils étaient confrontés à un terrible défi. Comment convaincre Claude des crimes de sa femme alors qu'elle avait compromis tant de témoins potentiels? La solution vint d'une source inattendue. Dans son orgueil démesuré, Messaline avait décidé de prendre publiquement pour époux un sénateur nommé Gaius Silius, lors d'une cérémonie qu'elle prétendait purement symbolique, mais que les témoins interprétaient comme une tentative de légitimer son coup d'État. Cela donna à Narcisse l'occasion qu'il attendait. Il pouvait présenter les actions de Messaline non pas comme des excès sexuels, mais comme une trahison politique, un contexte que Claude pouvait comprendre et sur lequel il pouvait agir. La fin fut rapide. Lorsque Claude apprit la cérémonie de mariage, Narcisse agit rapidement pour empêcher Messaline d'atteindre l'empereur et d'user de ses pouvoirs de persuasion sur lui. L'ordre fut donné de l'arrêter, et la femme qui avait terrorisé Rome se retrouva soudainement pourchassée dans les rues, même où elle rôdait autrefois déguisée. L'ironie de la situation n'échappa à personne. L'impératrice qui avait fait du sexe une arme de destruction massive fut renversée par un mariage. Dans ces dernières heures, alors que les soldats se rapprochaient de son refuge dans les jardins de Lucullus, Messaline a peut-être repensé à l'empire de dépravation qu'elle avait bâti. Les épouses des sénateurs qu'elle avait humiliées, les enfants dont elle avait détruit l'innocence, les familles déchirées par ses jeux, tous lui survivraient, portant leurs cicatrices dans un avenir qu'elle ne verrait jamais. Ses propres enfants, Britannicus et Octavie, grandiraient marqués par la réputation de leur mère, finissant par être victimes de la politique violente que ces excès avaient contribué à créer. Lorsque les soldats la trouvèrent enfin, Messaline ne fit preuve d'aucun du courage qu'elle avait exigé de ses victimes.
Elle supplia, elle pleura, elle offrit des faveurs sexuelles à ses bourreaux, la monnaie même qu'elle avait dévalorisée par son usage excessif. Mais il n'y eut aucune pitié pour cette femme qui n'en avait montré aucune. Le tribun chargé de l'exécution, peut-être l'un des nombreux Romains qui avaient été contraints d'assister à la dégradation de sa femme dans le palais, s'assura que sa mort soit rapide mais sans dignité. Messaline mourut dans les jardins, son sang imprégnant le sol qui avait été le témoin de tant de ces humiliations minutieusement mises en scène. Elle avait 23 ans et avait accumulé plus de dépravations dans sa brève existence que la plupart des empereurs corrompus en plusieurs décennies. Son corps fut éliminé sans cérémonie, privé des rites funéraires accordés même aux criminels de droit commun. C'était comme si Rome elle-même cherchait à effacer le souvenir de ce qu'elle avait fait, à prétendre que ces années de terrorisme sexuel n'avaient été qu'un cauchemar dont la ville pouvait désormais se réveiller. Mais les cicatrices restèrent. Au lendemain de la mort de Messaline, il n'y eut pas de grand règlement de compte, pas de reconnaissance publique de ce qui avait été fait à tant de citoyens. Les victimes de ces crimes sexuels ont dû faire face à un nouveau défi. Comment reconstruire leur vie et leur réputation dans une société qui préférait oublier plutôt que d'affronter ce qui s'était passé? De nombreuses familles se sont retirées de la vie publique, leur honneur étant tellement compromis qu'elles ne pouvaient plus fonctionner dans les hiérarchies sociales complexes de la société romaine. Les dommages psychologiques se sont manifestés de diverses manières. Certaines victimes sont devenues recluses, incapables de supporter la compagnie d'autres personnes qui pouvaient en savoir ou soupçonner ce qu'elles avaient enduré. D'autres se sont lancés dans l'extrémisme religieux, cherchant la purification à travers des rituels et des sacrifices toujours plus élaborés. D'autres encore ont embrassé la corruption à laquelle ils avaient été contraints de participer, devenant eux-mêmes des prédateurs dans un cycle d'abus qui allait se poursuivre pendant des générations. Le Sénat, dont de nombreux membres avaient été directement victimes ou avaient enfin vu leur famille détruite, a eu du mal à réaffirmer son autorité après la mort de Messaline. Comment pouvait-il inspirer le respect alors que tout le monde savait ce qui leur avait été fait? Comment pouvait-il légiférer sur la moralité alors que leurs propres vertus avaient été si publiquement démolies? La crise de légitimité créée par le règne de Messaline allait contribuer à l'érosion du pouvoir sénatorial et à la concentration de l'autorité entre les mains des empereurs. Claudius lui-même, finalement contraint de faire face à la réalité des actes de sa femme, se réfugia dans ses études et ses réformes administratives. Il se remaria rapidement avec sa nièce Agrippine la Jeune, sœur de Caligula, une femme dont les ambitions se révéleraient tout aussi destructrices que celles de Messaline, bien qu'elle s'exprime par le poison plutôt que par le sexe. C'était comme si le système impérial lui-même était pris dans un cycle de corruption, chaque excès préparant le terrain pour le suivant. Les implications religieuses du règne de Messaline furent profondes et durables. Les cérémonies et rituels sacrés qu'elles avaient pervertis ne purent plus jamais être célébrés avec la même solennité. Chaque fête religieuse, chaque sacrifice, chaque prière était assombrie par le souvenir de la manière dont ces mêmes formes avaient été détournées pour servir la dégradation sexuelle. Certains prêtres plaidèrent pour des rituels entièrement nouveaux, exempts de toute association avec les anciennes formes corrompues, tandis que d'autres insistèrent pour maintenir les traditions malgré leurs associations douloureuses. Les Vestales, dont plusieurs avaient été corrompus par les machinations de Messaline, furent confrontés à une crise particulièrement aiguë. La flamme sacrée qu'elles entretenaient était censée assurer la prospérité de Rome, mais comment pouvait-elle conserver son pouvoir alors que ses gardiennes avaient été souillées? Des rituels de purification secrets, connus uniquement des plus hautes autorités religieuses, furent accomplis afin de rétablir l'équilibre cosmique que Messaline avait perturbé. Mais le doute persistait. Une fois rompus, les vœux sacrés pouvaient-ils vraiment être rétablis? La reprise économique après le règne de Messaline prit des années. Les familles qui s'étaient ruinées pour payer leur exemption des réunions organisées par la princesse luttaient pour reconstruire leur fortune. Les réseaux de confiance et d'obligations mutuelles qui facilitaient le commerce romain durent être lentement reconstruits. De nouvelles formes de contrats durent être élaborées, qui ne reposaient pas sur l'honneur personnel des parties susceptibles d'avoir été compromises lors des orgies organisées au palais. L'impact culturel fut peut-être le plus durable. Les écrivains et les artistes qui avaient vécu sous le règne de Messaline se trouvèrent incapables de créer des œuvres qui ne reflétaient pas d'une manière ou d'une autre le traumatisme de ces années. Même des décennies plus tard, des poèmes et des pièces de théâtre contenaient
encore des allusions subtiles au terrorisme sexuel qui avait sévi à Rome. La langue latine elle-même développa des euphémismes et des circonlocutions pour décrire des expériences trop douloureuses pour être nommées directement. L'éducation des jeunes Romains fut fondamentalement bouleversée par l'héritage de Messaline. Les parents qui avaient eux-mêmes été victimes de ces exactions se demandaient en pente comment préparer leurs enfants à un monde où le pouvoir pouvait s'exprimer à travers une sexualité aussi cruelle. Les enseignements moraux traditionnels semblaient vides de sens alors que tout le monde savait à quel point ils avaient été facilement balayés. Certaines familles meublées se replièrent dans un conservatisme extrême, tentant de protéger leurs enfants par l'isolement et un contrôle rigide. D'autres adoptèrent un pragmatisme cynique, enseignant à leurs enfants que la survie exigeait la capacité d'endurer n'importe quelle humiliation. La réaction des provinces à l'annonce de la mort de Messaline varia considérablement. Dans certaines régions où les autorités locales avaient imité ces méthodes, des purges discrètes eurent lieu, les communautés tentant de rétablir l'ordre et la dignité. Dans d'autres, les pratiques qu'elle avait introduites se poursuivirent sous d'autres noms et avec d'autres justifications. L'idée que la domination sexuelle était un outil légitime de gouvernance avait été implantée et allait s'avérer difficile à éradiquer complètement. La discipline militaire, corrompue par la connaissance des humiliations subies par leurs commandants, mit des années à être pleinement rétablie. De nouveaux codes de conduite durent être établis, de nouveaux liens de loyauté forgés entre les officiers et les hommes. Certaines légions organisèrent des purifications rituelles, tentant de laver la souillure de la corruption par des actes symboliques de renouveau. Mais le souvenir resta, en particulier parmi les vétérans qui avaient été témoins de l'effondrement des hiérarchies traditionnelles. Les jeux de gladiateurs subirent des changements subtils, mais significatifs après la mort de Messaline. Les éléments sexuels qu'elle avait introduits furent officiellement interdits. Mais les attentes du public avaient été façonnées par des années de spectacles de plus en plus extrêmes. Les promoteurs des jeux se retrouvèrent pris entre la demande du public pour de la nouveauté et l'insistance des autorités pour un retour aux formes traditionnelles. Le compromis qui émergea des jeux qui faisaient allusion à la sexualité sans la montrer explicitement créa un nouveau vocabulaire de suggestion et d'insinuation qui allait caractériser les divertissements romains pendant des décennies. Les écoles philosophiques finirent par développer de nouveaux cadres pour comprendre ce qui s'était passé sous le règne de Messaline. Les stoïciens affinèrent leurs enseignements sur l'endurance et le maintien de la dignité intérieure, même sous une pression extérieure extrême. Les épicuriens s'interrogèrent sur la manière dont le plaisir lui-même avait été utilisé comme une arme et cherchèrent à distinguer le plaisir légitime de l'excès corrupteur. De nouvelles écoles ont vu le jour, abordant explicitement la relation entre le pouvoir et la sexualité et tentant de créer des cadres intellectuels susceptibles d'empêcher de futurs abus. Mais le plus important est peut-être que le règne de Messaline a obligé à reconsidérer le rôle des femmes dans la société romaine. Sa capacité à exercer un pouvoir aussi destructeur, même depuis la position théoriquement subordonnée d'impératrice consort, a démontré que les restrictions traditionnelles imposées à l'autorité féminine n'étaient peut-être pas aussi absolues qu'on le croyait. Certains ont plaidé en faveur d'un contrôle encore plus strict des femmes afin d'éviter qu'une autre Messaline ne surgisse. D'autres ont suggéré que le problème ne résidait pas dans le pouvoir des femmes, en soi, mais dans le système corrompu qui permettait à tout individu d'exercer une autorité aussi incontrôlée. La profession médicale n'échappa pas à la nécessité d'une réforme post-Messaline. Les médecins qui avaient été contraints de participer à ces jeux, examiner les victimes, soigner les blessés, fournir des médicaments pour faciliter diverses activités, furent confrontés à une crise de déontologie. Le serment d'Hippocrate qui enjoignait de ne pas nuire avait été systématiquement violé. De nouvelles directives éthiques durent être élaborées pour traiter explicitement les situations dans lesquelles les professionnels de la santé pouvaient être contraints de participer à des activités nuisibles. L'héritage architectural du règne de Messaline posait des défis pratiques. Les salles spécialisées qu'elle avait construites pour ces activités étaient scellées, mais leur existence était connue. Certains ont plaidé pour leur destruction complète, tandis que d'autres ont suggéré de les préserver comme avertissement. Le compromis qui a émergé, consistant à les remplir de béton tout en laissant leurs structures extérieures intactes, a créé des espaces mystérieux au sein du complexe palatial qui allait intriguer les archéologues pendant des siècles.
Les réformes juridiques qui suivirent la mort de Messaline tentèrent de remédier à certaines des vulnérabilités que son règne avait mises en évidence. De nouvelles lois furent adoptées pour protéger le caractère sacré du mariage et établir des sanctions en cas de coercition sexuelle, mais elles furent rédigées avec soin afin d'éviter de reconnaître explicitement ce qui s'était passé. Le défi consistait à créer un cadre juridique capable d'empêcher de futurs abus sans nécessiter de débat public sur ceux du passé, un équilibre délicat qui ne fut jamais pleinement atteint. L'impact démographique du règne de Messaline, bien que difficile à quantifier avec précision, fut considérable. De nombreuses de familles aristocratiques se trouvèrent dans l'incapacité ou ne souhaitèrent plus avoir d'enfants après ce qu'elles avaient tant duré. Le taux de natalité parmi la classe sénatoriale baissa considérablement dans les années qui suivirent sa mort, les couples traumatisés par l'intimité publique forcés ayant du mal à maintenir des relations conjugales normales. Certaines lignées qui avaient perduré pendant des siècles ont tout simplement disparu, leurs derniers membres préférant rester sans enfants plutôt que de risquer d'exposer les nouvelles générations à des horreurs similaires. La propagation des religions mystérieuses étrangères à Rome s'est accélérée à la suite du règne de Messaline. La religion romaine traditionnelle, profondément corrompue par ses parodies blasphématoires, ne procurait plus aucun réconfort à de nombreux citoyens. Les cultes orientaux, promettant la purification, la rédemption et l'évasion de la contamination du monde matériel, trouvèrent des freins de délai convertis enthousiastes parmi les victimes de Messaline. Le christianisme, encore à ses débuts, finit par bénéficier de cette soif spirituelle d'une foi non entachée par son association avec les anciennes formes corrompues. Les preuves archéologiques du règne de Messaline sont malheureusement rares, en partie à cause de destructions délibérées et en partie à cause de la honte qui empêchait toute documentation correcte. Les fouilles dans les zones du palais connues pour avoir été modifiées à son époque révèlent des caractéristiques architecturales curieuses. Des pièces aux dimensions inhabituelles, des canaux et des mécanismes mystérieux dont on ne peut que deviner la fonction. Des fragments d'œuvres d'art qui semblent représenter des scènes trop explicites pour être exposées au public. Ces vestiges physiques fournissent des indices intrigants sur des activités que les sources écrites ne décrivent qu'en termes euphémiques. Les historiens modernes sont confrontés à des défis uniques dans l'étude du règne de Messaline. Les sources anciennes, écrites par des hommes qui étaient soit des victimes, soit des auteurs, soit des bénéficiaires du système qu'elle avait créé, ne peuvent être considérées comme entièrement fiables. Tacite et Suétone, nos principales sources, ont écrit des décennies après les événements et travaillé dans le cadre de conventions littéraires qui privilégiaient l'enseignement moral à la précision factuelle. Séparer la vérité historique de l'exagération moraliste nécessite une analyse minutieuse et une volonté de lire entre les lignes de texte qui ont eux-mêmes été écrits en code. La question de la psychologie personnelle de Messaline reste l'un des grands mystères de l'histoire. Était-elle une sadique sexuelle qui trouvait un réel plaisir à humilier les autres? Une femme politique qui utilisait le sexe comme arme la plus efficace? Une femme rendue folle par les contraintes de sa position qui exprimait sa rage par la violence sexuelle? Ou une combinaison de tout cela? Les sources fournissent des éléments permettant plusieurs interprétations, et la vérité comprend probablement des éléments de chacune d'entre elles. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que Messaline comprenait le pouvoir d'une manière que ses contemporains trouvaient à la fois fascinante et terrifiante. Elle avait compris que dans une société fondée sur des hiérarchies de domination et de soumission, le contrôle sexuel pouvait être plus puissant que la force militaire ou l'autorité politique. Elle a transformé l'intimité en arme, le plaisir en douleur et les aspects les plus privés de l'expérience humaine en spectacle public de pouvoir. Son héritage va bien au-delà des actes spécifiques qu'elle a commis ou ordonnés. Messaline a démontré que lorsque les contraintes traditionnelles sur le pouvoir sont supprimées, lorsque quelqu'un a la possibilité d'agir selon ses pulsions les plus sombres sans conséquence, les résultats peuvent être plus horribles que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Elle a révélé le mince vernis de civilisation qui sépare une société ordonnée du chaos, montrant à quelle vitesse et avec quelle facilité ce vernis peut être arraché. Les victimes du règne de Messaline, les épouses des sénateurs contraintes à l'humiliation publique, les enfants dont l'innocence a été délibérément détruite, les familles déchirées par la honte et le chantage, méritent bon d'être rappelées, non seulement comme des statistiques de l'histoire, mais comme des êtres humains qui ont subi un traumatisme inimaginable.
Leur souffrance s'était réelle, leur douleur profonde, et leurs efforts pour reconstruire leur vie après son règne représentent une forme d'héroïsme que l'histoire a trop souvent ignorée. En fin de compte, l'histoire de Messaline est un avertissement qui résonne à travers les siècles. Elle nous rappelle que le pouvoir sans responsabilité mène inévitablement à la corruption, que la sexualité humaine peut être utilisée comme une arme pour détruire à la fois les victimes et les auteurs, et que le prix de la civilisation est une vigilance éternelle contre ceux qui utilisent leur position pour assouvir leurs désirs les plus sombres. Les jardins où elle est morte sont depuis longtemps réduits en poussière. Les salles du palais où elle a mis en scène ces horreurs ont été remplies de béton et oubliées. Mais les leçons de son règne demeurent. À chaque génération, dans chaque société, il y a ceux qui, s'ils en avaient à telle occasion, créeraient leur propre version de l'empire sexuel de Messaline. La seule défense contre eux est la connaissance de ce dont ces personnes sont capables et la détermination à les empêcher d'accéder au pouvoir qu'ils convoitent. Alors que nous tournons la page de ce sombre chapitre de l'histoire romaine, nous sommes confrontés à des questions qui n'ont pas de réponse facile. Comment une civilisation qui a atteint de tels sommets en matière de culture et de droit a-t-elle pu produire une telle dépravation ? Comment des milliers de personnes ont-elles pu être systématiquement maltraitées alors que l'appareil d'État continuait de fonctionner ? Comment les victimes et les auteurs de ces crimes ont-ils pu continuer à cohabiter dans la société après des violations aussi graves ? Ces questions sont importantes non pas parce qu'elles ont des réponses simples, mais parce qu'elles nous obligent à affronter des vérités dérangeantes sur la nature humaine et les structures du pouvoir. Le règne de terreur sexuelle de Messaline n'était pas une aberration, mais l'expression extrême de tendances qui existent dans toute société où certains ont le pouvoir et d'autres non. Comprendre son histoire, c'est comprendre notre propre capacité à faire le mal et à endurer, à nous corrompre et à survivre. L'impératrice qui a fait du sexe une arme de destruction massive est morte depuis près de 2000 ans, mais son fantôme continue de nous hanter. Chaque fois que le pouvoir est abusé, chaque fois que la sexualité est utilisée comme un outil de domination, chaque fois que les victimes sont réduites au silence par la honte et la pression sociale, nous voyons les échos de la Rome de Messaline. La seule différence est que, contrairement aux Romains de son époque, nous avons l'avantage de l'histoire. Nous savons ce qui se passe lorsque de telles personnes sont autorisées à prospérer. La question est de savoir si nous avons la sagesse et le courage de les en empêcher.